to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous enregistrons le 27 octobre et il y a pratiquement 20 jours, le 6 octobre pour être plus précis, à l'Institut du monde arabe, c'était l'après-midi et les professionnels en tout cas du secteur cinématographique se sont réunis pour appeler les pouvoirs publics à des états généraux du cinéma parce qu'il y a beaucoup de soucis. La vidéo est disponible actuellement sur la chaîne YouTube Regard. Dans le descriptif, il y a toutes les informations. Et Judith Lou-Lévy, qui est l'une des personnes qui a organisé cet appel, cette manifestation, ce laboratoire aussi de son et d'image, on va en parler plus tard, a accepté en tout cas de venir en parler, de venir aussi nous dire un peu ce qui se passe depuis maintenant 20 jours. Et je suis très content de discuter avec Judith, qui est aussi productrice, ça c'est important, il faut le signaler. Bonjour Judith, comment allez-vous? Je vais très bien Samir, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, la première question, voilà, c'était le 6 octobre, on est le 27 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates? Est-ce qu'il y a eu des choses, des retours? Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que c'était un événement assez inédit pour nous à organiser parce qu'il n'y a pas eu forcément souvent par le passé ce genre d'initiative où des professionnels essaient de problématiser en fait une situation, on va dire, à la fois artistique et politique générale. Et c'était pas forcément, d'ailleurs on en reparlera peut-être, mais facile de penser l'adresse en fait, l'adresse en termes presque oratoires. Et ça s'est hyper bien passé puisque il y avait quand même plus de 1000 personnes qui sont venues au rendez-vous alors qu'à la base on avait prévu une salle de 400 places. Et il y avait vraiment du monde partout dans l'Institut du monde arabe jusqu'au 9e étage. Voilà, des gens ont assisté à cet après-midi qui a duré à peu près 4h30. Donc nous, on était déjà dans un premier temps après très contents, même s'il y a eu voilà, beaucoup de retours divers, mais très contents déjà de la curiosité intellectuelle et de la mobilisation que ça a généré. Et puis, depuis, on avait invité évidemment les pouvoirs publics à venir, donc les pouvoirs publics, c'est-à-dire le CNC et le ministère de la Culture, à venir à cette journée, puisque en fait, on n'arrête pas de leur demander, de les appeler à l'aide, et notamment de les appeler à nous aider à organiser ces états généraux, puisqu'on voudrait que ce soit les pouvoirs publics qui les convoquent. Et ils sont pas venus. Et puis depuis, on n'a pas forcément eu beaucoup de nouvelles, non, si ce n'est qu'on a renouvelé notre demande de rendez-vous auprès du ministère de la Culture la semaine dernière. Je crois qu'on était le 18 octobre, mais on n'a pas encore eu de réponse. Par contre, ils ont sorti une nouvelle campagne là hier, qui est, je pense, une campagne de relance, de sensibilisation à la salle de cinéma, dans laquelle on a du mal à pas voir des clins d'œil parce que la ministre Rima Abdul-Malak a elle-même donné ses raisons d'aller au cinéma, et là-dedans, elle fait un truc assez marrant qui serait quelque part le fait qu'elle va dans une salle de cinéma pour essayer de fuir Jacques Lang, qui nous a gentiment invités et qu'elle n'arrive pas à fuir puisqu'il est là jusque dans la salle. Donc, c'est un message assez énigmatique que j'essaie d'analyser, moi, depuis 24 heures, mais j'ai du mal à comprendre complètement, voilà, encore ça a apporté. Mais en tout cas, nous, on est prêt à prendre toutes les ouvertures de dialogue possibles pour essayer d'avancer, en fait. Voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, on est encore dans une certaine attente d'une réaction et d'une écoute, parce qu'on a montré que c'était quand même un rassemblement assez large. Et par ailleurs, beaucoup des gens présents nous ont témoigné leur envie de nous rejoindre d'une manière ou d'une autre pour voilà, élargir la réflexion. Donc, c'est quelque chose d'assez difficile à saisir, à structurer, à organiser, d'où aussi l'importance d'avoir un soutien institutionnel, en fait. Mais vous parliez de ce qu'on a vu par rapport au ministère de la Culture et de cette espèce de sensibilisation, de campagne de sensibilisation pour ramener les gens à la salle de cinéma. Microciné est une chaîne YouTube. Et il faut dire ce qui est, c'est que, d'ailleurs, quand je vous ai contacté, c'est la première des choses que je vous ai dit par message, par mail, c'est que je n'ai pas la sensation, l'impression que les confrères et consoeurs de
de la communauté YouTube soit très sensible à cet appel aux États généraux. Je ne sais même pas s'il y a eu des retours, parce que j'ai pas vu beaucoup de retours en tout cas sur cette énorme après-midi. Donc ça me fait poser aussi pas mal de questions, parce que normalement ça touche tout le monde. Ça ne peut que toucher tout le monde. Il peut y avoir des répercussions à différents degrés, que ce soit de la critique de cinéma, les techniciens, les réalisateurs, tout le monde, et même aussi celles et ceux qui regardent. Quand je vois cette politique de sensibilisation, je me dis qu'ils sont un peu vraiment, qu'ils n'ont pas assez ouvert la fenêtre, parce que je pense que quand on voit les personnes qui alimentent les chaînes sur YouTube, et surtout celles et ceux qui sont abonnés à ces chaînes-là, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un très très gros souci entre les pouvoirs publics qui finalement ne savent pas trop ce qui se passe réellement dans le milieu cinématographique, mais aussi par rapport aux spectateurs et spectatrices, par rapport à plein de choses. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous, parce que déjà sur YouTube, je n'ai pas cette sensation que je vais dire, ça va être horrible ce que je vais dire, que vos problèmes soient leurs problèmes. Alors qu'à mon avis, ça devrait être le problème de tout le monde. Et puis ensuite, on en discute. Il y a des contradictions. D'ailleurs, il y en a eu beaucoup pendant ces 4h30. C'était intéressant de les écouter, de les entendre. Voilà, il y a de cela. Je voudrais bien revenir sur ça, sur cet aspect de YouTube qu'on peut aimer ou pas. Ce n'est pas le problème. Mais se dire que ça peut aussi dire que peut-être dans cette société de spectatrices et spectateurs, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne se soucient pas de cela en disant oui, mais c'est le cinéma français. En fait, c'est un sujet énorme que vous venez de soulever, en fait, parce que en fait, je pense qu'on touche le cœur, un des cœurs du réacteur, en fait, avec cette question, notamment sur l'enjeu de ces états généraux et pourquoi, en fait, c'est urgent de les convoquer. Alors, évidemment, il y aurait beaucoup d'autres raisons qui mériteraient ces états généraux-là. Et d'ailleurs, on pourrait à un moment donné les énumérer, mais je pense que, c'est toujours compliqué de dire on est très nombreux avec des profils très différents à les souhaiter et à y travailler. Mais on peut dire quand même que s'il y a vraiment une crise du cinéma aujourd'hui en France, et a priori on est tous d'accord pour la reconnaître, il n'y a pas de déni sur le sujet, un des motifs de cette crise, c'est évidemment, on va dire, un déficit de rencontre entre le cinéma français et le public, les publics. Voilà. Donc, d'où vient ce problème? Et moi, j'aime bien, en tout cas, faire une hypothèse. C'est que, en fait, le cinéma n'a pas forcément, en tout cas en France, n'est pas forcément entré dans la révolution de l'information digitale. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de changements qui font que le cinéma aujourd'hui vit une crise. Donc encore une fois, ce n'est pas la première, c'est quelque chose qu'on a essayé de démontrer aussi le 6 octobre. Le cinéma est entré en crise à plusieurs reprises depuis sa naissance à la fin du 19e siècle. Évidemment, ces grands moments de crise ont été aussi l'arrivée, on va dire, de concurrence, notamment la télévision, puis la télévision payante. Ça a donné lieu à chaque fois à des crises et à des réformes qui ont permis de pérenniser notre système et notre modèle culturel. Donc on pourrait y revenir aussi sur ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, évidemment, on vit en fait une crise à plusieurs facteurs. Donc il y a évidemment l'arrivée des streamers, des plateformes, qui pourraient être une forme de révolution à l'intérieur même de la télévision. C'est-à-dire qu'en fait, le cinéma se trouve à nous exposer à une grande révolution technologique, qui est la délinéarisation des programmes. Donc c'est quand même quelque chose qui à minima pouvait faire entrer le cinéma en crise, si on considère que le cinéma est entré en crise à chaque fois que la télé a muté, en fait. Et en plus de ça, il y a eu un autre événement extraordinaire au XXIe siècle, qui a été en fait la révolution dans l'économie de l'information. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Internet qui est arrivé, en fait. Il y a Internet qui est arrivé, et en fait, en tout cas, moi, un des événements qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est que ces derniers mois, on va dire depuis 1 an ou 2 ans, quand j'ai pu enfin, parce que donc moi je suis encore ce qu'on appelle une productrice émergente, on a produit nos premiers longs métrages en 2019, mais quand j'ai été à la rencontre de gens de moins de 30 ans, je me suis rendu compte qu'ils étaient passionnés par le cinéma, mais qu'ils n'entendaient pas parler de nos films, en fait. Tout simplement. Notamment de ceux qu'on peut faire, nous. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est étrange. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une génération qui a changé ses modalités d'information. Mais pas qu'une génération, en fait. On va dire que les gens,
parce que c'est compliqué de faire une analyse sociologique précise. Mais en fait, les gens ne s'informent plus seulement par les médias traditionnels, voire plus du tout. C'est-à-dire que sur Internet, avec Internet, est apparue une nouvelle ère de l'information. Donc d'ailleurs, il y a des gens qui ont dit que c'est carrément une nouvelle ère économique, technologique, qui s'appelle l'économie de l'attention d'ailleurs. Et en fait, le cinéma a cru qu'il pouvait rester, survivre quelque part en tant qu'objet de désir à ce changement de régime d'information, alors qu'en fait, on ne l'a pas accompagné, quoi. On ne l'a pas accompagné, et je pense qu'il y a déjà un problème fondamental qui est qu'il faudrait, d'où aussi, dans le cadre de ces états généraux, une urgence quand même de créer une réflexion collective sur le sujet. Il faudrait retrouver une manière de rencontrer dans cette nouvelle économie de l'information le public. Parce qu'en fait, ce que vous dites, Samir, c'est que les gens ne sont pas spécialement même au courant, même les passionnés de cinéma sur YouTube, de ce que fait le cinéma. Et le cinéma français n'est même pas spécialement au courant de ce qui se passe sur YouTube au niveau des chaînes. Mais en fait, c'est un peu le même problème que celui avec le public, c'est que je ne sais pas quelle est, on va dire, la structure sociologique des YouTubeurs qui ont des chaînes ciné, mais en fait, il n'y a pas de raison qu'il soit différent de la population. Et en fait, le cinéma, et d'ailleurs, c'est une des grandes critiques qui lui est adressée, et qui est parfois d'ailleurs détournée à des fins démagogiques, selon moi, mais c'est qu'on dit, au fond, le cinéma français, c'est un club fermé, etc. Mais en fait, avant d'être un club fermé, avant d'être réservé à une élite ou pas, est-ce que c'est vrai ou faux? Moi, je pense que c'est faux, évidemment, mais est-ce que c'est réservé à un happy few? Ce qui est sûr, c'est qu'on a cru pouvoir faire l'économie de ce changement informationnel-là. Et en fait, on a du retard, quoi. On a au moins 15 ans de retard. Et donc, à minima, dans le cadre de ces concertations qu'on appelle de nos voeux, qui pourraient avoir lieu dans le cadre des États généraux, il y aurait évidemment un des très, très grands chapitres, je crois, qui devrait, à l'intérieur, en tout cas, de ce qu'on pourrait intitulé sur la politique des publics ou le relation avec le public ou comment redevenir un objet de désir pour le public, il y aurait aussi déjà comment assurer cette transition technologique sur le plan de la réclame, de l'information pour le cinéma. Mais quand même, intuitivement, c'est normal que sur YouTube, beaucoup de gens n'aient pas entendu parler de nous, puisque en fait, ils n'entendent plus parler du cinéma depuis un moment, en tout cas du cinéma français. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, le cinéma français qui arrive sur la population la plus large, c'est le cinéma français qui est le mieux financé, qui a, on va dire, les outils de marketing les plus balèzes. En général, c'est un cinéma qui dépasse en termes de budget de production les 4-5 millions. En général, du coup, il est fabriqué par des groupes. On entend la politique des groupes depuis quelques temps, qui se sont exprimés notamment à travers la voix de Jérôme Sédou ces dernières semaines. Donc, en fait, tout ça est une situation, quelque part, qui a été... il y a une situation de désordre, en fait, on peut dire, dans notre secteur. Encore une fois, je fais une analyse libre. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est la seule... Je me permets juste de faire des hypothèses, puisqu'on est dans un champ, encore une fois, où tout ce qu'on réclame, c'est pas... je sais pas... on n'est pas en train de faire une fronde, contrairement à ce qu'on a voulu dire. On n'est pas en train de vouloir... on n'est pas des capricieux voulant plus d'argent. On est juste en train de dire, attention, on a besoin de créer un cadre de réflexion collective pour mettre le cinéma en fait à jour de son époque. Et ça touche plusieurs questions. Mettre à jour de son époque, c'est à la fois les problématiques et ses dynamiques économiques, parce qu'il y a des lignes de tension à l'intérieur du cinéma qu'il faut qu'on arrive à dépasser, parce que le cinéma français, dans sa force réside dans son interdépendance, c'est-à-dire que les petits et les gros sont en interdépendance normalement sur le plan de sa tradition. C'est-à-dire qu'il y a une forme de solidarité normalement sectorielle qui a assuré le système. Je dis peut-être des choses un peu compliquées, hein, mais on pourrait y revenir plus en détail, parce qu'encore une fois, on a un modèle, et ce modèle, en fait, c'est un écosystème assez précis. Et dans cet écosystème, si on imagine que c'est une sorte de jardin, en fait, il y a des créatures de type très, très différents. Et normalement, en tant qu'écosystème, tout ce petit monde est interdépendant. Or, on a commencé à juger, depuis quelque temps, que, en fait, on est parti de constats un peu, on va dire, qui ne sont pas très riches à penser, du genre, il y a trop de films, par exemple. Et du coup, évidemment, quand on dit il y a trop de films, qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut juger qui sont les films de trop, hein? Donc, du coup, en fait, c'est comme si les points de départ d'interrogation n'étaient pas les bons. Parce qu'en fait, la réalité, c'est comment faire en sorte d'assurer cet écosystème, de le pérenniser, de faire en sorte que les différents cinémas puissent coexister et qu'ils pourront coexister aussi s'il n'y a pas trop de différentiel, notamment dans les modalités d'existence, dans les modalités d'accès à la population. La population, c'est qui? C'est le public, c'est les publics. C'est plein de gens différents selon ce qu'on habite dans une ville, est-ce qu'on habite dans des zones rurales,
Est-ce qu'on habite près? Moi, par exemple, j'ai la chance d'habiter à moins de 5 minutes de 15 écrans à peu près différents à Paris. Mais évidemment que c'est très différent si on habite à Montélimar ou si on habite, je ne sais pas moi, dans un village de la Drôme. Enfin, c'est des réalités extrêmement hétérogènes. Et en fait, tout le monde aujourd'hui a normalement un même vecteur d'information, c'est Internet, en fait. Et il faut que le cinéma existe sur le plan de sa communication sur cette nouvelle, je sais pas comment dire, dans cette nouvelle configuration, quoi. Et moi, j'ai l'impression que c'est déjà même pas le cas. C'est pour ça. Après, j'ai des éléments pour étayer ce que je dis. C'est pas le seul, évidemment, facteur de crise. Il y en a beaucoup. Mais puisque vous interrogez la question de pourquoi YouTube ne s'intéresse pas, en tout cas le cinéma sur YouTube ne s'intéresse pas aux états généraux, c'est que, en gros, pour revenir à la question initiale, je pense que, ils n'ont pas entendu parler, parce que nous-mêmes, on n'a pas forcément su aller à leur rencontre, voilà, qu'il y a un sentiment, par ailleurs, probablement de rejet qui est lié, en tout cas, au rejet général que le club du cinéma envoie, en fait, en tant que message, alors que c'est pas forcément vrai, puisque, en fait, ce qui a été intéressant, il me semble aussi, dans la journée du 6 octobre, c'est de voir que le cinéma est fait par des gens très très différents les uns des autres, ce qui n'empêche que sur certains éléments de principe, on est d'accord, parce qu'on sait de quoi on dépend, en fait. Et on ne dépend pas de l'argent public, contrairement à ce que les gens aiment dire. On dépend, en fait, d'un modèle culturel qui a des règles. De la même manière qu'en France, en fait, il y a plein de règles pour plein de choses qui nous ont permis d'être un pays plus doux sur le plan du fonctionnement général, quels que soient normalement les revenus des gens, que d'autres pays où les rapports sont beaucoup plus violents, où en fait les gens se tirent dessus entre eux, il y a des armes, enfin, je veux dire, la France a un mode de fonctionnement, quoi. Et en fait, on a essayé de revenir sur ces fondamentaux-là, parce que c'est ces fondamentaux aujourd'hui qui sont quelque part, peut-être ou pas, peut-être que c'est un malentendu, mais qui sont un peu remis en question, au nom de règles de marché qui ne sont pas, normalement pas forcément les nôtres, en fait. Et voilà, donc c'est de tout ça dont on parle, quoi, et de tout ça dont on aimerait continuer à parler de manière extrêmement large. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas exclure de la table des groupes ou la FNCF au nom, je ne sais pas, de conflits idéologiques. En fait, on est tous dans un même bain. Parce qu'en fait, si la salle de cinéma, notamment, devient, par exemple, je ne sais pas moi, une salle dédiée à l'e-sport, par exemple, on va tous y perdre, en fait. À part peut-être les groupes et les multiplex qui auraient, on va dire, l'idée de, je sais pas, ne nous intéresse pas au cinéma, mais en général, on voit que quand les salles ne projettent plus des films, on voit ce qui se passe dans le monde, en général, elles tombent en ruine et puis elles ferment. Ou elles se transforment en agence immobilière ou en centres commerciaux ou en parking, en fait. Elles ne se transforment pas en lieu de culture. Quand il n'y a plus de films dans les salles de cinéma, partout dans le monde, il y a eu des travaux photographiques assez intéressants sur le sujet, en fait, où en fait, les salles, quand il n'y a plus de cinéma, elles deviennent des lieux de fantomatiques, en fait. C'est ce que Régis Debray avait demandé à Serge Danet dans Itinéraire d'un cinéphile. Il lui avait demandé, est-ce que vous imaginez, on est en 92, et il lui avait demandé, vous imaginez un monde sans cinéma? Et Danet avait dit, je ne peux pas le concevoir. Je ne peux pas imaginer un monde sans cinéma. En tout cas, le monde a énormément changé en 30 ans. C'est-à-dire que les 30 années qui se sont écoulées, on n'a pas encore... Et moi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai aimé aussi dans le cadre de cette journée du 6 octobre, c'est qu'en fait, on a besoin de faire un récit du contemporain. En fait, parce que c'est hyper important. Et c'est un récit du contemporain à la fois sur le plan esthétique, de qu'est-ce qui se passe dans le cinéma, comment il est fort, qu'est-ce qui lui manque. Parce que les états généraux, c'est ce que disait Audiard dans un de ses entretiens, Jacques Audiard, il disait, on a hyper besoin en fait de reposer la question de base, c'est pourquoi filmer? Aujourd'hui, il y a 1000 manières de filmer, il y a 1000 manières de recevoir de l'image, etc. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça ne veut pas dire que le cinéma est mort, c'est juste qu'il faut continuer à penser pour le mettre à jour, en fait. En fait, c'est des décisions volontaires, en fait, entre guillemets, les systèmes. Et la France a un sacré système sur le plan culturel. C'est-à-dire que c'est un modèle unique au monde. Et quand vous reprenez les propos de Jacques Audiard qui dit pourquoi filmer, j'ai l'impression que ce n'est pas une question importante pour nous, spectateurs, spectatrices. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que cette question, heureusement que celles et ceux qui les fabriquent, les images, ça peut pas forcément être que des cinéastes, mais aussi les producteurs, les techniciens, tout ça. J'ai envie de dire, heureusement, si cela pose plus cette question, il n'y a plus de cinéma. Mais nous, c'est pas cette question qui nous intéresse. Pour reprendre YouTube, je sais qu'il y en a beaucoup qui les voient, ces films-là dont vous parlez, de ces grands groupes, et qui trouvent que ces films-là sont juste mauvais et nuls.
Et donc, parce qu'ils n'ont que ça, très souvent, il y a cette envie, enfin, pas cette envie, il y a ce raccourci de dire, bon, bah, le cinéma français, c'est pas terrible. Ah bah effectivement, si on s'applique sur ça, c'est effectivement pas terrible. Mais là où il y a une connexion avec ce que j'ai entendu pendant 4h30, ce que vous avez entendu, c'est que c'est vrai que c'est impressionnant, impressionnant le nombre de personnes qui ont envie de parler. Pendant 4h30, j'avais l'impression d'entendre des gens qui, enfin, ça fait plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils n'ont pas parlé. Et c'est assez incroyable. Je pense que vous avez dû être, si je peux me permettre, moi j'étais étourdi parce que j'ai entendu, et j'étais pas là, hein. Vous étiez là. Ça devait être assez, enfin, et il y avait de tout. Magnifique, hein. Honnêtement, même les interventions, j'en parlais avec un ami hier qui m'appelait, on ne s'est pas parlé depuis le 6 octobre, et il me disait qui lui, en plus, a l'habitude d'organiser des événements, on va dire, de réflexion, etc., saisonniers, enfin bon. Et il me disait, ce qui était beau, c'était que les interventions dans le public étaient super concentrées, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on avait donné quelques règles aussi, hein. C'est-à-dire que les intervenants sur scène ne pouvaient pas parler plus de 5 minutes, parce que l'idée était de ne pas tabasser d'ennui le public. Ouais, bien sûr. Et dans la salle, on avait dit, on est désolé, dans ce cadre-là, tant qu'il n'y a pas des états généraux, on ne peut pas faire des prises de parole de plus d'1 minute, parce que sinon, en fait, on va complètement perdre pied. Enfin, c'est toujours assez délicat. Enfin, voilà, quand il y a des échanges très larges avec des milliers de personnes, des centaines de personnes. Et on avait demandé juste pas d'intervention sur le plan de l'expérience perso. En fait, on n'est pas en train de faire du perso, on est en train de penser un peu large, quoi. Et en fait, direct, ça a été des prises de parole super percutantes, super intenses, de gens qui vraiment sont hyper attachés à leur activité, en fait, veulent la voir vivre et se disent attention, parce qu'en fait, on fait tous le même constat. On est dans un moment où ça vacille. Et c'est pour ça, comme vous dites, que c'est super important que tout le monde s'en empare, notamment sur les chaînes YouTube, tous les passionnés de cinéma, d'ailleurs, notamment de cinéma américain ou coréen ou que sais-je. C'est qu'en fait, il faut qu'il y ait des films pour qu'il y ait des bons films. Oui, mais il y avait Alex Masson dès le début, je crois, de cette demi-journée qui disait, parce qu'il y avait de tout, hein, il y avait des critiques de cinéma, il y avait même un étudiant, je crois, du lycée Louis Lumière qui disait une chose effarante comme quoi, quand il va y avoir les Jeux Olympiques, ils vont réquisitionner leur école pour. Enfin, il y avait vraiment de tout. Et on se dit, mais ça va être. Mais le problème, quand on connaît pas très bien le problème de l'intérieur, on a l'impression que c'est un problème qui existe depuis très très longtemps, qui est en amont et à mon avis qui a dû être discuté. Puis il y a eu un déclic. Mais Alex Masson disait un truc dès le début qui était pour moi intéressant, enfin qui était vraiment vraiment passionnant et qui pourrait être vraiment, je pense peut-être le fil conducteur, c'est est-ce que vraiment et qui a été repris souvent pendant l'intervention, même par Dominique Cabrera, je crois. Est-ce que vous avez vraiment le même langage? De qui, hein? C'est-à-dire que tous ensemble, est-ce que vous avez tous vos problèmes, mais est-ce que vous êtes prêts tous à adopter, oui, le même discours, le même langage pour pouvoir avancer Mais en fait, je suis pas sûre que ce soit l'enjeu, en fait. En fait, j'ai envie de dire probablement pas, et heureusement. C'est-à-dire qu'heureusement qu'il y a une hétérogénéité de langage dans la production cinématographique, parce qu'il faut qu'il y ait... Mais que vous soyez unis. Que vous soyez tous unis. On l'est, je pense qu'on l'a montré le 6, en tout cas, on l'est sur l'analyse, on l'est sur les constats, on l'est sur la demande. Hein. Nos demandes, elles sont basiques, elles sont juste, on aimerait, en fait, on a essayé de se servir tous de nos leviers, on va dire, de crédibilité professionnelle aussi, dans tout cas les gens qui ont organisé la journée, pour dire, en fait, c'est pas parce qu'on est professionnellement, entre guillemets, apparemment à l'abri, qu'on n'est pas en train de devoir tirer sur le plan solidaire et d'intérêt général une sirène d'alarme. On n'est pas en train de désigner des coupables, on est juste en train de dire, on a laissé aller, comme vous dites, probablement trop d'années de silence, il y a eu trop d'années dans lesquelles, probablement, prise de parole et réflexion n'ont pas été suffisamment mises à l'honneur, et donc il faut qu'il y ait un espace pour ça. Mais comme la période est difficile et qu'il y a par ailleurs une sorte de musique, petite musique, une antienne, en ce moment, enfin on va dire depuis que les salles ont fermé, en fait, depuis l'hiver surtout depuis l'hiver 2021, je trouve, en fait, ça s'est vraiment aggravé à ce moment-là. Mais en tout cas, il y a eu une petite musique qui vise à dire que de toute façon, ces gens du cinéma sont bons à rien. Mais c'est bizarre parce qu'on ne sait pas qui parle, en fait, hein. Genre les films sont nuls. C'est intéressant ce que vous disiez, parce que vous disiez que sur les chaînes YouTube, où c'est davantage les films de groupe qui sont vus, c'est-à-dire du cinéma plus grand public, populaire, commercial, ils disent que le cinéma français est pourri. Et moi, je suis contente que vous le disiez, parce qu'en fait, souvent, alors peut-être que c'est de la parano que chacun ressent ou de la culpabilité. Aujourd'hui, ce qui se passe et qui est plus grave, c'est qu'on a une tendance à dire que c'est les films, entre guillemets, dits fragiles qui sont les films de trop. Or, c'est les films, quelque part, que les gens voient le moins. Donc, en fait, c'est chelou d'en parler. Donc, en fait, c'est peut-être pas cela dont il s'agit. Quand vous dites les films français sont très critiqués sur les chaînes YouTube, on parle des films qui ne sont pas fabriqués, entre guillemets, par le cinéma indépendant. On parle d'un autre cinéma.
Mais c'est pour ça qu'en fait, on a besoin de rassembler tout le monde parce qu'il faut préciser de quoi on parle, en fait. Avant de savoir si on parle le même langage, il faut déjà mettre le langage sur la table, en fait, le préciser. Et après, on verra de quoi on parle. Parce qu'en effet, c'est quoi les films de trop? C'est quoi le cinéma français? C'est quoi les mauvais films? De qui on parle? Parce qu'en fait, en attendant, je pense pas que le film d'Alice Diop qui va représenter à la France aux Oscars et qui a eu le Lion d'argent à Venise soit un mauvais film français. Je pense pas, non. En revanche, est-ce que, je sais pas, moi, je vais pas commencer à sortir des noms et à m'exposer à des attaques, mais il y a des films, en effet, qui sont beaucoup moins bien produits, avec beaucoup plus d'argent, en fait, et qui sont beaucoup plus vus, qui s'attirent beaucoup de critiques. Or, quand Jérôme Sédou dit on va pas au cinéma pour se faire chier, en fait, est-ce qu'il parle des films qu'il produit lui? En fait, il parle des films pâtés? Mais en fait, Jérôme Sédou, pardon, hein, mais puisqu'il attaque quand même sévère et qu'il n'a pas l'air d'être fait en sucre et qu'il prépare l'entrée en bourse de Pathé l'année prochaine, je pense qu'il peut tout à fait supporter, on va dire, un discours contradictoire. Jérôme Sédou, il a 85 ans. 85 ans. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, de où sont les jeunes, pourquoi ils ne sont pas dans les salles de cinéma, à supposer que ça soit vrai, parce que hier encore, on va pas rentrer dans les expériences subjectives, mais je suis allée au JCC Téléal, j'ai voulu voir L'Innocent de Louis Garrel, c'était complet. Après, je suis allée voir EO de Jarzis Kalimowski, qui était un film assez incroyable. La salle était pleine, et franchement, la moyenne d'âge, elle était, je ne sais pas si c'était 30 ans, mais en tout cas, c'était moins de 40 ans, la moyenne d'âge. Donc, je ne sais pas de qui on parle. Encore une fois, en fait, les généralités, ça n'a jamais été une bonne manière de penser, quoi. Donc, en ce moment, on baigne dans les généralités, et c'est pour ça qu'il est temps de rassembler beaucoup de gens qui pensent un peu plus en détail pour essayer de répondre à des questions assez concrètes, qui sont des questions qui permettront, en fait, encore une fois, au cinéma de continuer de vivre. Parce qu'en fait, on parle juste de ça. Parce qu'en fait, en ce moment, en gros, ce qu'on essaie de dire, c'est que beaucoup de gens très différents, qui par ailleurs sont assez dynamiques sur le plan de leur activité, disent « Hello tout le monde, salut la France !» En fait, est-ce que vous avez envie de continuer à avoir du cinéma dans vos vies, en gros, dans les prochaines années, quoi? Parce que si jamais, c'est un truc quand même que vous trouvez sympa, potentiellement, comme possibilité, en fait, il faut le défendre. Parce qu'en ce moment, c'est pas garanti, en fait. C'est pas garanti pour plein de raisons. Et c'est pour ça qu'on a fait cette journée. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on la rend disponible pour ceux que ça intéresse dans différents formats, d'ailleurs, qui seront d'ailleurs, qu'il faut qu'on diffuse. Enfin, c'est beaucoup de travail. Mais en parallèle de ça, en fait, il faut juste vraiment travailler. Et en fait, ça, il faut être modeste. En fait, on aura besoin de tout le monde, quoi. En fait, il faut qu'il y ait de l'intelligence collective. Hein. C'est pas pour rien. Enfin, c'est pas un truc d'idéaliste, hein, ce dont je parle. Hein. C'est juste qu'il faut qu'on... C'est encore une fois, et on a tellement de problèmes qu'on peut arriver assez vite à pas mal de solutions. Hein. Il y avait une question, je crois, d'un technicien. C'était au début de cette demi-journée. Et je pense que c'est intéressant d'en parler aussi parce que il y a ce que l'on voit, le cinéma français dans sa globalité, sa diversité aussi, puis ça parle beaucoup. Mais les questions qui ont été posées, il faut savoir, par exemple, il y avait un technicien qui disait, moi, j'ai pas envie de continuer à travailler pour des plateformes. Moi, j'ai envie de travailler pour un cinéma que j'aime, qui me regarde. Je sens que je participe à quelque chose. Mais le problème, c'est comme les pouvoirs publics, il y a un réel souci avec les pouvoirs publics. Bon, je suis obligé d'aller vers les plateformes parce que je sais que je vais avoir mon salaire et puis surtout, alors que je sais pertinemment que c'est pas le cinéma que j'ai envie de faire, mais voilà, je suis obligé. Et il disait, moi, j'ai envie que ça change pour ne plus à me poser cette question. Et je pense que c'est assez intéressant d'en parler de ça, c'est-à-dire de ce que nous on voit pas, la face cachée que vous connaissez parce que vous êtes à l'intérieur, vous êtes productrice, mais les spectateurs et spectatrices n'ont pas idée que ces questionnements-là, donc des questions d'éthique, de morale, c'est aussi important par le biais de ce, je crois que c'est un chef opérateur, si je ne me trompe pas, qui posait la question, et je trouve que c'était assez important. Ah ouais, complètement. Non, mais en fait, pour vous répondre aussi sur la première question, un truc qui se passe quand même depuis le 16 octobre, c'est que franchement, et moi ça me fait hyper plaisir, parce que d'ailleurs on parlait de la critique, est-ce que la critique s'intéresse ou non à la politique culturelle, est-ce que la critique s'intéresse à l'économie du cinéma? Moi, honnêtement, pendant longtemps, je me disais c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'ils sont déconnectés de l'économie du cinéma quand ils parlent des films, alors qu'il y a un rapport vraiment très fort entre l'économie des films et ce qu'ils sont, en fait. Mais vraiment, et parfois, enfin, ça pose des questions super fertiles, en fait. C'est pas juste une fatalité, genre, ah bah, il n'y a pas assez d'argent, donc c'est pas assez bien. Au contraire, les contraintes fabriquent énormément de choses. Des plans de diffusion fabriquent un certain type de film. Enfin, en fait, il y a une interdépendance entre la forme de l'art et ses conditions de production, en fait. Et ça a toujours été comme ça, avant même que le cinéma existe. Dans la peinture, c'était comme ça. Pour construire des cathédrales, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre l'art et les conditions de sa naissance sur le plan de l'économie et de la politique. Toujours. Toujours.
Et c'est vrai que je trouvais que les critiques avaient un peu une tendance parfois, pardon, et je dis ça avec beaucoup d'amitié, et je suis hyper heureuse que le syndicat français de la critique ait été un des premiers à rejoindre d'ailleurs l'appel aux États généraux, mais il y avait vraiment des fois, il y avait une attitude un peu parfois de, pardon, mais de la part des critiques de consommation des films, quoi. C'est on les regarde, on les juge. Bon, ouais, ok, c'est super important parce que la chose la plus belle que fabriquent les films, c'est qu'on puisse en parler, qu'on puisse se parler du cinéma et des films. Mais des fois, quand la situation devient chaude, en fait, il faut essayer de s'interroger à qu'est-ce qui se passe derrière, en fait. Et d'où l'importance, en fait, et ça, c'est ce qui, je trouve, et marche quand même depuis le 6 octobre, c'est qu'on reparle à nouveau d'économie du cinéma, on reparle à nouveau de politique du cinéma, et les gens se posent des questions, et je trouve ça très bien. En fait, on n'a pas forcément toutes les réponses, il va falloir travailler pour les avoir, mais je trouve que chacun s'empare, en fait, de cet enjeu, et je trouve ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant entendu parler de cinéma dans ses conditions d'existence, de fabrication, etc. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, je trouve que je crois que vous n'êtes pas en train de dire qu'en fait, quand un critique de cinéma va parler d'un film, je pense, enfin, est-ce qu'il doit prendre en considération son économie? C'est pas de ça, Non, non, c'est pas du tout systématique, pas pour chaque film. Par contre, voilà, c'est important que les critiques connaissent aussi le cadre de production, le cadre de l'économie des films et tout. C'est important parce que de temps en temps, en fait, il y a des systèmes de ping-pong, de réflexion qui peuvent exister entre le film, le discours qu'on peut porter sur un film, en fait, et d'où il vient, en fait. Vraiment. D'où il vient, de quel cadre il vient. Et ça ne veut pas dire qu'il faut le faire systématiquement, c'est juste que c'est des questions importantes. Et là, ce qui a été assez beau et ce qui est assez beau en ce moment, je ne sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça va continuer à porter des fruits, quels qu'ils soient d'ailleurs. Hein. Mais je trouve qu'il y a à nouveau une rencontre entre par exemple, les gens qui fabriquent des films, les gens qui les regardent, notamment sur le plan professionnel, je parle des critiques, les gens qui programment, les gens qui programment, les gens, les exploitants. Là, en fait, il y avait beaucoup de gens rassemblés autour du même objet qui est l'objet film, en fait, pour se dire, OK, comment on fait pour protéger, en fait, cette activité et moi, j'adore répéter ça en ce moment, mais cette invention française, parce que c'est quand même, le cinéma a été inventé en France. C'est hyper bizarre, mais c'est vrai. Je pense qu'on n'est pas en train de mentir sur ce coup-là. On s'est prêté beaucoup de victoires et d'inventions dans l'histoire française, mais je pense qu'on a vraiment inventé le cinéma. Mais par rapport à la critique, ils ont même des soucis parce que j'entendais durant cette demi-journée la cofondatrice de Revues et Corrigées qui disait que même par rapport au financement de nos revues, il y a un souci. Il y a un abandon, en fait, il y a un abandon sous prétexte que c'est devenu minoritaire. En fait, il y a un abandon. C'était hyper important, les prises de parole, en fait, et d'Alex Masson, je crois qu'il parlait au nom du syndicat français de la critique. Exactement. Et en effet, de la rédactrice en chef de Revues et Corrigées, parce que, en fait, moi, j'avais vu l'appel qui a été publié dans Télérama, de toutes les revues de cinéma qui ont dit attention, en fait, on ne pourra plus assurer le print. On ne pourra plus assurer, en fait, nos revues. En fait, on n'a plus du tout d'argent. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Si tout d'un coup, les gens n'ont plus d'argent, on les laisse crever. En fait, c'est ça la logique. On va vivre dans un pays où quand on va aller prendre le train, ou je sais pas quoi, ou quand on va aller prendre son café le dimanche matin, en fait, quand on va aller dans un magasin de journaux, il n'y aura plus de revues de cinéma, en fait, c'est ça l'idée, c'est ça le modèle. En fait, eux, ils ont crié, ils ont appelé à l'aide, et franchement, je crois qu'ils n'ont pas encore eu de réponse, en fait. Non, ils n'ont pas eu de réponse. C'est pas normal, en fait, c'est pas normal. Donc, il y a un truc, parce que normalement, il devrait y avoir immédiatement une préoccupation. On est en France, en fait. La France est un pays qui, normalement, a essayé quand même de valoriser énormément, on va dire, le travail intellectuel et artistique. Ça ne veut pas dire que c'est toujours réussi. C'est juste qu'on assure ses conditions d'existence. Parce que si on n'assure pas ses conditions d'existence, on est sûr qu'il n'y aura rien, en fait. Il n'y aura rien. Donc, c'est quoi l'idée? Mais je vais vous poser une question extrêmement provocatrice et très simple, voire même très simpliste, un peu. Est-ce que le gouvernement en a envie? Est-ce que les pouvoirs publics en ont envie? Mais en fait, est-ce qu'ils ont envie de cinéma? Ça me fait penser à quelque chose que vous avez dit un peu plus tôt sur le fait qu'on intéresse. En fait, moi, j'ai pas envie de prétendre penser à la place du gouvernement sur ses intentions. Moi, je dis juste attention parce que là, d'ailleurs, dans les États généraux, je tiens à le dire, contrairement aussi à ce qui est parfois, parce que par ailleurs, il y a quand même eu, ça je peux le dire, un phénomène assez bizarre en fait, c'est que alors que je crois qu'on a montré publiquement, et c'est pour ça qu'on a tenu à filmer, à ce soit retransmis en direct pour qu'il y ait des archives et qu'on s'est montré publiquement des gens qui d'habitude restent vraiment dans l'ombre en fait, notamment sur le plan de la production, de l'exploitation, de la distribution, souvent des gens qu'on ne voit pas, alors qu'ils sont en fait vraiment les interlocuteurs et les partenaires de création des cinéastes et des auteurs.
et aussi ceux qui permettent aux critiques aussi de travailler, puisque en fait, on est interdépendants tous les uns des autres. En fait, tous ces gens sont sortis de l'ombre, pas parce qu'ils sont narcissiques et qu'ils ont envie de prendre la lumière. Ils sont sortis de l'ombre pour dire attention, en fait, ce qu'on a toujours fait n'est plus garanti. Et donc, en fait, dedans, il y a des gens très différents. En fait, c'est des profils très hétérogènes. Et après le 6, il y a eu des détournements, on va dire, il y a eu des tentatives de simplifier notre initiative en disant c'est un truc de frondeurs, de je sais pas quoi, de radicaux, etc. Alors qu'en fait, c'est vraiment, enfin, c'est pas vrai. C'est des gens très différents les uns des autres qui pensent des choses par ailleurs très très différentes. Il y a différents courants. Enfin, en fait, on n'est même pas là de manière idéologique ou politique. On est juste en train de dire, parce que je reviens sur un fondamental, et je pense que c'est important de rappeler des fois un peu les bases. Notre modèle culturel, donc le fait d'avoir un système de soutien à la culture, et là on va parler du cinéma aujourd'hui, donc au cinéma, en fait, ça a été créé quand? Ça a été créé au sortir de la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est un des effets de quelque chose que d'ailleurs le président Emmanuel Macron aime beaucoup, auquel il aime beaucoup se référer, qui est le Conseil national de la résistance, en fait, qui a pensé l'État après la catastrophe humaine de dizaines de millions de morts, en fait, de la Seconde Guerre mondiale. C'est comment on refait une société qui tient et qui ne s'entretue pas, comment on sort de la déshumanisation qui a été la réalité de l'humanité pendant plusieurs années. Franchement, si on se remet dans cette position-là historique, c'est vrai qu'il devait y avoir un peu la pression quand même sur comment on va faire pour dépasser en fait tout ce qui nous a déchiré, tout ce pourquoi on s'est entretués. La Seconde Guerre mondiale, c'est 50 millions de morts. Je veux dire, c'est beaucoup. Pas qu'en France, évidemment, à l'échelle de la planète, c'est 50 millions de morts. Comment on fait pour que la société se reconstruise et se reconstruise assez vite? Il y avait tout un tas de... Enfin, le Conseil national de la résistance a pensé en France la société, l'État-providence, l'État social, tout un tas de choses. Et c'était qui dans le Conseil national de la résistance? C'était toutes les composantes politiques. C'était pas juste un truc ni de communiste, ni juste un truc de, je sais pas, moi, souverainiste. C'était des gens très différents qui se sont mis ensemble. On dit, on n'y arrivera pas, en fait, si on pense la société séparément. En fait, il faut qu'on se mette d'accord sur des actes de base. 1946, création du CNC, c'est ça le contexte. C'est un contexte d'intérêt général, en fait. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est important de dépolitiser quelque part, ou de désidéologiser la demande d'états généraux et de juste reconnaître sa nécessité, qui est quoi? Qui est une question de responsabilité générationnelle. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'au nom d'une crise qu'on vivrait aujourd'hui, celle du cinéma, on pourrait priver la génération d'après du cinéma en France? Ce n'est pas une question qui appartient au gouvernement, c'est une question qui appartient à la France. En fait, quel est le pays qu'on a envie de laisser derrière nous, en fait, aux gens qui vont arriver et qui vont vivre, en fait? Nous, quand on est arrivé sur la planète, je parle de vous, Samir, je parle de moi, en fait, on pouvait aller au cinéma, en fait. Est-ce que on laisse... C'est un peu comme, pardon, je vais sortir une métaphore un peu dégueulasse, c'est comme quand on va aux toilettes et qu'il y a un petit mot avec écrit « Merci de laisser derrière vous les toilettes propres ». En fait, à un moment donné, on ne dégage pas en laissant derrière nous un pays qui va plus mal, en fait. On doit laisser un pays en bon état, en fait. Donc, on doit assurer un minimum les conditions d'existence agréables pour la population. Il me semble que l'industrie culturelle fait partie des éléments de vie agréables, voire nécessaires, voire, pour faire un jeu de mots, essentiels à la population, en fait. Vous savez pourquoi je vous ai posé la question sur le est-ce que le gouvernement en a envie? Parce que déjà à la base, moi je me pose la question aussi, et je me la suis posée pendant que j'écoutais les interventions et des gens sur scène, mais aussi des gens dans la salle, et aussi parce qu'à un moment il y a Valérie Ozouf, qui est donc un cinéaste aussi, qui rappelait la pétition qui avait été signée contre la nomination du président Dominique Boutonnat à la tête du CNC et qui n'a pas été écoutée, et qui disait, qui rappelait, il y avait le nombre de signataires donc qui ont signé contre cette nomination, il y en avait beaucoup plus que les gens qui composaient. Et je me disais, mais et c'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce que cet appel que vous avez lancé, et c'est la première question que je vous ai posée, c'est est-ce que vous avez été entendu? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça qu'à un moment, je me dis, mais imaginons que les choses ne bougent pas comme ça devrait l'être, parce que c'est quand même urgent. Parce que, encore, je rappelle que toutes les interventions qu'on a entendues cet après-midi-là, enfin, elles sont pas nées d'hier. Ça fait des années que ça cogite, Non, d'ailleurs,
éventuellement, il faudrait en fait un jour. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui va se passer si... Non, mais en fait, on a envie d'avoir confiance, on a envie d'être en confiance, on a envie de se dire, attendez, enfin, franchement, ce dont on parle, encore une fois, on parle de choses très basiques. Hein. C'est-à-dire que là, on n'est même pas en train, il ne s'agit même plus d'un conflit de personnes, hein. Il s'agit juste de, est-ce qu'on est d'accord pour reconnaître qu'il y a une crise? Je pense que tout le monde est d'accord, parce que sinon, le CNC n'aurait pas organisé, par exemple, la campagne qui a été lancée hier sur toutes les bonnes raisons d'aller au cinéma, par exemple. On est tous d'accord, en fait, qu'il faudrait faire qu'il faut faire quelque chose pour pousser, et encore heureux. Et donc, nous, on est juste en train de dire, genre, utilisez-nous, en fait, en tant que professionnels désireux de penser notre système pour résoudre cette crise ensemble. C'est tout. Et on espère qu'à un moment donné, ce soit suffisamment simple pour être entendu. Et peut-être qu'on n'a pas été compris parce que je pense que les gens sont tendus, en fait, et qu'il y a des je pense qu'il y a du brouillage, en fait, dans les radars. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en effet, on nous prête, par exemple, des intentions qu'on n'a pas et ça met du temps, parfois, de faire émerger à la surface des idées qui soient un minimum intelligibles, quoi, en fait. Donc, nous, on se dit, à un moment donné, on va bien être entendu, il n'y a pas de raison, mais c'est aussi pour ça qu'on insiste sur le rassemblement large et sur le fait que tout le monde s'y mette, parce que vraisemblablement, il faut que tout le monde répète la même chose. Mais tant mieux, en fait, hein, parce que si ça nous permet de continuer... En fait, moi, je pense juste que dans ces cas-là, il faut juste qu'on continue à faire ce que vous faites, c'est-à-dire continuer à parler de ça, en fait, continuer à se... En fait, il ne faut pas abandonner cette pensée d'urgence. Il faut qu'on continue à la manifester. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Enfin, franchement, moi, j'ai l'impression que pour l'instant, les gens continuent à en parler. Alors, c'est vrai que on peut s'épuiser. Il faut faire attention à pas... en fait, ce serait juste terrible de laisser des personnes qui sont de bonne volonté et bénévoles, hein, parce que par ailleurs, inutile de préciser que même les dépenses de la journée du 6, heureusement d'ailleurs qu'on nous a quand même offert beaucoup de choses. L'Institut du monde arabe et Jack Lang ont vraiment été assez impeccables sur le sujet. On peut vraiment les remercier, mais il y avait quand même des frais. Qui c'est qui porte les frais? C'était les personnes qui ont fait la journée, hein. Enfin, qui ont parlé, qui ont travaillé, et on paye en fait aussi pour ça, en fait. Enfin, je veux dire, c'est ok, mais c'est vrai que c'est bizarre parce que, encore une fois, on essaie de partager quelque chose, on essaie encore une fois, je crois que tout le monde a compris que c'était pas des revendications d'ordre particulier, enfin d'ordre particulier, c'était vraiment que de l'intérêt général, en fait. Et c'est pour ça que normalement, la moindre des choses, c'est que ce soit, on va dire, pris en charge, en tout cas, au moins en tant que moment, on va dire, d'intérêt général, que ce soit pris en charge par la puissance publique, en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc, d'ailleurs, c'est pas... Mais c'est compliqué d'organiser des états généraux, en fait. Il faut trouver des lieux, il faut qu'il y ait des réflexions sur comment on structure et on organise un mouvement qui rassemble beaucoup de gens, avec, comme vous dites, des langages différents, des enjeux différents, comment on publicise la chose, comment on la structure. Enfin, en fait, ça demande pas mal de moyens, quoi. Donc, après, on pourra le produire, hein, c'est nos métiers de produire. Hein. S'il faut aller chercher des financements privés, une fois de plus, pour créer un événement comme ça, mais juste, j'interroge, en fait, encore une fois, j'interroge ce que devient la France, en fait. Hein. C'est que normalement, c'est pas des intérêts privés qui devraient financer, par exemple, l'organisation d'intérêts généraux. Ça devrait être, en fait, l'intérêt public, hein, puisqu'il s'agit, encore une fois, d'un bien commun. En fait, le cinéma, ça appartient à tout le monde, en fait, une fois que les films sont faits. Ça appartient à la mémoire collective, ça appartient à qui veut les voir. Évidemment que ça pose plein de questions sur la politique tarifaire, sur comment on voit les films. Je reviens à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Comment on apprend leur existence, comment on a le désir de les voir. Ça veut dire quoi être désirable en 2022? Je pense qu'en effet, on n'est pas désirable de la même manière en 2022 qu'en 1949. Enfin, en fait, je veux dire, les gens changent, les appétits changent, les modes évoluent. Enfin... En fait, c'est plein de questions super importantes qui sont les questions de l'art, qui sont les questions de l'industrie culturelle. Et en fait, il faut juste mettre les pendules à l'heure, en fait. Et moi, j'ai envie de dire que c'est cool. Enfin, en fait, c'est pas dangereux, en fait. Et comme vous dites, Samir, il faut qu'il y ait un tout petit peu de bonne volonté pour ça. Mais moi, je pense qu'elle devrait être transpartisane. Donc, j'espère qu'à ce niveau-là, on a un gouvernement qui est capable d'identifier les questions qui sont transpartisanes. D'ailleurs, on ne s'adresse pas spécialement au gouvernement d'aujourd'hui, on s'adresse à la France, on s'adresse au fait de pérenniser un système, quels que soient les gouvernements, en fait. Ça devrait être une question, Encore une fois, c'est une question de responsabilité intergénérationnelle, en fait. C'est qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, en fait, qu'est-ce qu'on transmet, comment on organise un passage de relais. Moi, on a eu la chance avec notre société, avec mon associé Ève Robin, par exemple, de rencontrer une première reconnaissance 2 fois de suite sur nos films. Donc avec l'Atlantique et le genou d'Aède, c'est mon moment pub, auto-promo de la session. Franchement, on a bénéficié, on a pu faire ces films aussi dans un certain contexte,
qui est encore debout et qui, encore une fois, on le répète, n'est pas assuré en fait, parce que c'est des films qui se sont faits dans des conditions de plus en plus difficiles. Et là, par exemple, on part en tournage dans 2 semaines sur un film. C'est pas parce qu'on a eu des prix ces dernières années et de la reconnaissance que c'est plus facile maintenant. Le film est sous-financé, hein. Sous-financé. Et pourtant, il y a des partenaires et on s'inscrit même. Et d'ailleurs, je pourrais revenir là-dessus. On n'est pas anti-plateforme en fait. Sur le film qu'on fait là, en 2e fenêtre PTV, pardon. Est-ce que c'est le moment peut-être de faire un peu d'explication sur comment on finance un film? Un des trucs qu'on défend énormément dans cette initiative, en fait, une des raisons pour lesquelles on tire le signal d'alarme, c'est que j'ai parlé du modèle culturel du cinéma qui a été donc créé à l'issue de la guerre avec le CNC, hein, le Centre national du cinéma qui est devenu le Centre national de cinéma et de l'image animée. Mmh. Voilà, c'est un système qui était assez génial, hein, parce qu'en fait son principe était simple, il était en gros, on mutualise les ressources et on les redistribue de manière qu'on estime, on va dire, profitable à l'art et à l'audace, en fait, en matière de création. Donc, en gros, contrairement à beaucoup d'idées reçues, en fait, c'est pas l'argent du contribuable qui finance l'argent public dans les films, c'est une taxe qu'il y a sur toutes les entrées en salle. C'est-à-dire que si demain on va voir Avengers, par exemple, en fait, il y a 10% du prix du billet qui remonte au CNC. 10%, enfin, je simplifie, mais en tout cas, ça s'appelle la TSA. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est une des grandes ressources du CNC. Donc, ça vient du ticket d'entrée, en fait. Pour tous les tickets d'entrée, il y a une contribution, en fait, à la caisse du Centre national. Donc, c'est pas de l'impôt, hein, c'est sur le ticket d'entrée. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent qu'on se met dans les poches. En fait, c'est pas la salle qui se met l'argent dans les poches du ticket d'entrée. C'est pas le producteur qui se met l'argent. En fait, le ticket est partagé en plein de petits tronçons qui sont fléchés vers plein de gens différents. Mais il y a un petit tronçon qui va, quoi qu'il arrive, vers le CNC. Et par ailleurs, il y a d'autres sources. Il y a, par exemple, les chaînes de télé, elles sont aussi obligées de contribuer au prorata de leur chiffre d'affaires pour la création. En fait, ça a été des obligations pour être sûr que le cinéma ne se fasse pas bouffer d'un côté par les films américains et de l'autre par les chaînes de télé. En gros, hein, c'est juste pour simplifier. Et après, cet argent rassemblé, c'est beaucoup d'argent. C'est des centaines de millions d'euros annuels. Dans les bonnes années, on peut taper jusqu'à 700-800 millions d'euros comme budget de fonctionnement annuel pour le Centre national du cinéma. Après, cet argent, il est fléché dans plein de directions différentes, aussi bien en soutien, je ne sais pas moi, à l'industrie vidéo, maintenant aux jeux vidéo, qu'au DVD, que évidemment à l'audiovisuel, au court-métrage, au cinéma, etc. Enfin, voilà, c'est fléché dans plein de sens. Il y a une partie qui va vers des aides automatiques pour permettre aux gens qui produisent de continuer à produire sans être tout le temps en train de recommencer à zéro. Mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Et il y a toute une autre partie qui va sur une redistribution aux projets les plus innovants, les plus audacieux, etc., ce qui est en général considéré comme le cinéma d'auteur, c'est-à-dire en gros audacieux au regard des normes de marché. Donc en vrai, jusqu'à présent, traditionnellement, en effet, un film pâté ne bénéficie pas forcément de l'argent public. Ok ? Non, mais c'est important parce que c'est vraiment... En fait, c'est pas fort. Si vous dites que sur les chaînes YouTube, c'est souvent les gros films français qui sont critiqués, il faut savoir que c'est pas dans cela que va forcément le soutien public sélectif, en fait. Ok, c'est pas forcément ça arrive, mais c'est pas toujours dans ces films. Ça va dans plein de films différents et notamment dans des films plus petits en fait, mais qui assurent, on va dire, la recherche, développement, l'émergence de nouveaux cinéastes, patati patata. Et c'est des films qui par ailleurs doivent respecter le droit du travail et tout un tas de choses. Ok. Pardon, je simplifie, mais je pense que c'est bien de temps en temps de revenir sur les fondamentaux. Oui, c'est important. Quand on finance un film, en fait, on a des obligations entre financement public et financement privé. On peut pas faire un film qu'avec de l'argent public, on n'a pas le droit. En fait, on est obligé de respecter un certain ratio entre 50-50, 70-30, ça dépend après des budgets des films. Mais donc du coup, il y a l'argent public, ça va être l'argent du CNC ou des régions ou des départements ou de l'Europe, etc. Et il y a l'argent privé. Et l'argent privé, en fait, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, c'est ce qui vient de ce qu'on appelle la chronologie des médias, dont on parle souvent, qui, dans le cinéma, commence par la salle de cinéma. C'est pour ça qu'il y a une chronologie, c'est que, on va dire, en fait, la destination première des films, c'est la salle. Et après, il y a les chaînes payantes, les chaînes gratuites, les DVD, les plateformes, etc. Enfin, bon, je ne vais pas refaire là maintenant le cours sur la chronologie, parce que c'est un peu, ça peut être un peu réparatif et je suis sûre que vous pourrez le faire dans un autre cadre. Mais en tout cas, c'est un système qui est vraiment bien pensé pour que, du coup, en fait, dans le cinéma, on a plein d'interlocuteurs différents pour financer nos films. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit une certaine forme d'indépendance. C'est-à-dire qu'en fait, on ne dépend pas d'un seul guichet. Et c'est justement ce qui nous différencie de l'audiovisuel, où en général, quand on produit une œuvre audiovisuelle, en fait, on a la chaîne qui l'achète, qui paye tout, en fait, avec un petit peu de soutien aussi public. Au niveau du CNC, il y a des soutiens, etc. Comme j'ai dit, il y a des soutiens automatiques. Il peut y avoir aussi des soutiens sélectifs. Mais en gros, il y a un financé. Donc, il y a une situation de dépendance vis-à-vis de la chaîne qu'on n'a pas du tout dans le cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, le cinéma et l'audiovisuel ne se financent pas du tout selon les mêmes logiques.
Okay, il y a d'un côté, c'est pour ça d'ailleurs que les prises de risque ne sont pas les mêmes. Dans un film, on va avoir plein de guichets de financement différents, avec beaucoup de gens à chaque étage différents qui pourront certains aimer, certains pas aimer ce qu'on leur propose. Donc ça assure une certaine liberté de création, mais il faut que tout le monde soit en forme en fait économiquement. Et dans l'audiovisuel, et notamment vis-à-vis des streamers par exemple, parce qu'en fait encore une fois, on pourrait commencer à penser, certains commencent à le dire, que les streamers, les plateformes, en fait c'est une évolution de la télé. Et en effet, ils sont en mesure de payer intégralement ce qu'ils appellent maintenant des originals, hein, ça ne passera pas par la salle, ça va direct sur eux. Et en fait, ils sont quasiment seuls. En fait, ils financent tout seuls, quoi. Donc, par ailleurs, si tout d'un coup ils sont pas contents, ils peuvent faire on arrête. En fait, ils peuvent vraiment. En fait, en gros, ils ont un pouvoir vachement plus fort sur les créateurs. Voilà. Donc, c'est pas les mêmes choses. On n'est pas dans les mêmes trucs. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'est-ce qui différencie l'audiovisuel et le cinéma? Bah, c'est la salle. C'est la chronologie des médias. Et c'est notamment, du coup, tout ce qui se déroule derrière de ce que je viens de dire, sur le fait que comme il y a la salle et qu'on s'est dit il faut en fait structurer par étapes. La chronologie des médias, c'est en gros, tant qu'un film est sur un support d'exploitation, il ne peut pas être sur un autre support d'exploitation. En gros, c'est comme des fenêtres d'exclusivité. Et ça se passe dans le temps. C'est pour ça qu'on appelle ça une chronologie des médias. C'est-à-dire que pendant les premiers mois, c'est la salle. Pendant les mois qui suivent, c'est tel truc. Pendant les mois qui suivent encore, c'est tel autre support d'exploitation. C'est comme des tronçons. Alors que dans l'audiovisuel, une fois que c'est balancé sur la télévision, sur une plateforme, ça peut être après sur Internet, mais voilà, il ne va pas y avoir 1000, ça peut être après vendu à l'international, après il y a plein de... La vie des œuvres est longue. Encore une fois, ce n'est pas une opposition qualitative, c'est une opposition, c'est une différence de nature. En fait, on ne travaille pas sur les mêmes marchés, en fait, cinéma et audiovisuel. Or, ce qui s'est passé et qui, Samir, en gros, est une des grandes origines de ce coup de stress chez les créateurs de cinéma, c'est qu'en fait, on est dans une période, c'est pas la première fois que ça arrive, mais ça s'accélère, où il y a une remise en question de la distinction entre l'audiovisuel et le cinéma sur le plan des aides. En fait, il y a un discours qui dit, franchement, c'est trop compliqué, cette orfèvrerie au sein du CNC, avec tous ces systèmes d'aide. Simplifions après tout les créateurs. Parce que l'avantage du mot créateur, c'est que c'est pour ça qu'on avait fait la tribune en mai qui parlait du glissement sémantique. Il y a des mots comme ça, on ne sait pas de quoi ça parle. En fait, c'est des mots valises. Quand on dit créateur, on ne sait pas si on parle de créateurs de séries, de créateurs de films, de créateurs de jeux vidéo. En fait, on ne sait pas de qui on parle, donc c'est flou. Donc à partir de là, on parlait des langages. En fait, on comprend. En fait, on peut parler de choses très différentes et on ne s'en rend même pas compte. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important de préciser un tout petit peu les enjeux, quoi. Donc, je disais quoi? Je disais, on parle de créateurs, on parle de talents. On dit ouais, les talents, ils adorent voyager du cinéma à l'audiovisuel et tout. Why not, hein? C'est pas faux. Hein. C'est juste que c'est pas parce que les gens voyagent et sont libres qu'on doit complètement déréglementer les conditions d'existence. Parce que les plus privilégiés peuvent circuler peut-être, mais pour assurer la survie de différents systèmes, de différentes économies, il faut des règles stables. Et en fait, ce n'est pas une question de jugement de valeur, c'est juste une question de distinction de nature, et c'est pour éviter un phénomène néfaste que maintenant les Français connaissent bien, comme le monde entier, qui est le phénomène des fusions-acquisitions. C'est qu'en général, quand on fusionne des branches, c'est pour faire des économies d'échelle en économie. C'est pour dépenser moins d'argent, et quand tout le monde, pardon pour l'expression, bouffe au même râtelier, en général, ça devient franchement beaucoup plus violent que quand chacun a son espace pour paître. Donc, je fais des métaphores animales, mais au moins, j'espère que c'est clair, quoi, en fait. Voilà. Donc, nous, on dit juste, c'est cool. En fait, on n'est pas en train de dire c'est quoi le mieux, c'est quoi le moins bien, qui c'est qui est libre, qui c'est qui n'est pas libre. Il y a des choses formidables qui sont... En effet, il y a des séries qui sont vraiment meilleures que plein de films, mais c'est pas pour autant qu'il faut dire que les films, on s'en débarrasse. Parce qu'il y a aussi des très bons films, en fait, qui sont meilleurs que plein de séries. Donc, en fait, on va pas entrer dans ce débat stérile, hein, qui est un débat nul, qui dit surtout, en fait... Enfin, qui interroge surtout sur sa finalité, en fait, c'est où est-ce qu'on va quand on commence à comparer. Nous, on compare pas les deux, on est juste en train de dire, en fait, on a un système super vertueux que le monde entier nous envie, notamment tous les cinéastes étrangers qui coproduisent qui créent leurs films aussi grâce à la France, parce qu'en fait, on coproduit. Nous, par exemple, le film de Bâle, on a fait plein de films en langue étrangère, en fait. Enfin, on fait pas du tout du franco-français, et c'est grâce à notre système. Les étrangers savent super bien, des gens comme Almodovar, comme Ken Loach, qui sont là, genre, ouh, la France, c'est génial. Ceux qui ont le plus de succès au monde aujourd'hui, c'est qui? C'est les Sud-Coréens. Les Sud-Coréens, ils ont fait quoi? Ils ont importé le modèle français, ils sont venus en délégation à 15, 20, au début des années 90, dans les années 80 même. Et il y a des gens d'ailleurs qui sont témoins, Philippe Carcassonne, il en parle, qui fait partie d'ailleurs, qui était là le 6. Il dit que lui, il les a vus, les Coréens, quand ils ont débarqué au CNC, ils entraient dans toutes les pièces, ils regardaient ce qui se passait, etc. Ils ont importé le système français en Corée du Sud. On parle du cinéma sud-coréen, on parle de la production de séries sud-coréennes. C'est un pays minuscule, hein. Les gars sont les rois sur le plan de la production et de la création.
Donc à un moment donné, on dit juste, il n'y a pas besoin de réformer des choses qui marchent, en fait, il faut les mettre à jour, il faut les penser, il faut les pérenniser, mais apprenons à nous aimer nous-mêmes. C'est-à-dire que, attention à ne pas nous balancer à la poubelle sous prétexte que, je sais pas... En gros, il faut vous êtes là à prévenir en amont considérablement, à appeler, donc c'est ce que vous avez dit, l'appel au pouvoir public, parce que la France peut devenir, si je le dis de manière un peu grossière, un peu ce que l'Italie vit depuis maintenant un certain temps. On n'y croyait pas quand l'Italie. C'est pas moi qui le dis. Hein. Bah ouais, ou l'Angleterre, hein. Mais en Italie, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé politiquement en Italie? Bah non, mais il y a un rapport, hein, parce que le cinéma italien, le grand cinéma italien que tout le monde dit, l'Italie, viva l'Italie, c'est génial, etc. Tout le monde dit l'Italie, c'est trop bien, c'est pas juste parce qu'il y a des pizzas et des pâtes, c'est parce qu'à un moment donné, tous dans notre vie, on a vu même à la télé un film italien, notamment des années 50, ça nous est arrivé, on a entendu la musique de Nino Rota, on a entendu un film avec la musique d'Ennio Morricone. Même des gens qui ont vu 3 films dans leur vie ont pu voir un film de Sergio Leone avec la musique d'Ennio Morricone. Ça les a fait suffisamment rêver pour se dire l'Italie est un pays assez cool. Okay, l'Italie, comment l'Italie est devenue un pays cool après genre 20 ans de fascisme mussolinien? Ils se sont mis à faire des films qui s'appelaient le néoréalisme italien. Franchement, hein. Et ça a engagé une nouvelle vague du cinéma italien qui leur a permis en fait de restaurer leur réputation et leur honneur sur le plan international. C'est un énorme levier de soft power, le cinéma en fait. Et c'est la même chose pour la France. C'est-à-dire qu'en fait, l'Italie a eu un des plus grands cinémas au monde. On ne va pas en parler maintenant. Moi, je serais ravie de revenir un jour, si vous voulez, Samir, pour parler du cinéma italien, parce que moi, c'est ce qui m'a formée sur le plan de mes goûts, en fait. Et cinéma américain, d'ailleurs, aussi, les deux. Je suis désolée, j'aimerais bien parler plus de cinéma que de politique, mais bon, hein, chaque époque a ses urgences. Hein, mais moi, vraiment, je reviens quand vous voulez pour parler de cinéma. Ça me ferait beaucoup plus kiffer. Mais, fin de la parenthèse, l'Italie s'est reconstruite aussi avec son cinéma. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin des années 90? On a vu le cinéma italien faire avec le cinéma. Alors il y a de la création, hein, il y a des séries qui sont produites, qui sont assez extraordinaires. Voilà, on va parler de Gomorrah par exemple, parmi 1000 autres séries qui sont faites en Italie. Et il n'y a plus de cinéma. En 2022, l'extrême droite est revenue en fait au pouvoir en Italie. Alors je sais ce qu'on dit. Hein. On dit ça faisait longtemps qu'elle était dans les couloirs du pouvoir. C'est vrai. Il y a quand même une différence entre les couloirs et le pouvoir effectif en fait. Et en général, moi pareil, il se trouve que je suis très italophile. J'ai vécu dans ce pays, c'est un pays que je connais bien. Je suis désolée d'annoncer la mauvaise nouvelle, mais contrairement à ce que plein de Français aiment à penser en disant les petits frères italiens comme ça de manière condescendante, en fait ce qui se passe c'est qu'en général les Italiens sont devant nous. En fait c'est des précurseurs, en fait, c'est des avant-gardistes les Italiens, ils ont toujours été devant nous sur le plan temporel. C'est-à-dire que l'Empire romain, nous l'avons reçu. Le droit romain, nous l'avons reçu. La Renaissance italienne, on l'a reçue. L'architecture, la peinture, la sculpture, les châteaux, on les a reçus. La mode, on l'a reçue. Non mais voilà, le fascisme, il est venu aussi en France. Hein. On ne va pas oublier que la France a eu une belle expérience fasciste sous Vichy. Hein. Et franchement, ce n'était pas la première fois que ça arrivait, parce qu'on ne va pas parler d'autres épisodes politiques horribles de l'histoire française, d'ailleurs dont il est temps de faire plein de films, hein, parce que franchement, c'est pas comme ça, notre histoire ne recelait pas de plein d'angles morts qu'on a bien envie de voir en fait, et on est là pour ça, hein. C'est cool, et en plus ça peut être réconciliateur, c'est génial, hein, parce qu'en fait les gens ont besoin en fait de vérité et de poésie dans leur vie en fait, c'est à ça qu'on sert en tant qu'artiste. Voilà, génial. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le berlusconisme. Eh oui, c'est ça. En fait, il est venu en France aussi, comme dans plein d'autres pays d'ailleurs, mais c'est les Italiens qui l'ont vraiment, on va dire, conceptualisé, entre autres, hein. Après il est parti dans d'autres pays, en Israël, au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre, mais en France peut-être un petit peu. Hein. Enfin voilà, moi c'est pas mon sujet, mais en tout cas c'est quand même l'Italie a vraiment conçu ça. Là aujourd'hui à l'extrême droite. Voilà. Et je fais toute cette parenthèse pour dire quoi? C'est parce que je pense qu'il y a un rapport en fait entre la violence politique que vivent les pays et la disparition en fait de leur liberté publique et de leur industrie culturelle. Plus les pays se fragilisent sur le plan culturel, plus ils se brutalisent sur le plan politique. Ça me rappelle une interview, pardonnez-moi cette digression, mais je pense qu'elle peut conclure là-dessus, c'est que ça me rappelle une interview que l'ancien directeur de la Cinémathèque d'Alger m'avait accordée en 2001. Et donc, il avait vécu les années 90, c'est-à-dire ce qu'on appelle la guerre civile, les années noires. Et il me disait, vous savez, avec sa naïveté, mais je pense que maintenant, à l'époque, je trouvais que c'était naïf,
aujourd'hui je suis convaincu qu'il avait raison. Il disait, vous savez, moi je crois en une chose, c'est que n'importe quel jeune, quand il va au cinéma, il ne peut pas devenir terroriste. Et je trouve que c'est une belle phrase. Voilà. Et ça rejoint ce que Dané dit quand il dit un monde en cinéma, c'est pas possible. Et ça rejoint tous les questionnements qui ont pu se faire. Juste avant Moi, je dirais pour aller dans ce sens-là, je dirais que le cinéma donne confiance pour vivre. En fait, ça donne des idées pour vivre. Ça donne des idées pour vivre. Et que, en fait, c'est un peu, c'est vraiment, on peut dire une forme, c'est la plus belle arme contre la morbidité, en fait. C'est la morbidité, c'est le suicide. Enfin, en fait, je crois vraiment que le cinéma aide à vivre. En tout cas, je pense que la plupart des gens qui font des films sont les plus extrémistes sur ce sujet. C'est qu'en général, ça leur a sauvé la vie, en fait. Et donc, ils font des films. Voilà. Pardon. Non, mais j'aimerais qu'on termine sur une petite chose parce que ça a créé un malentendu à la fin de cette demi-journée et je pense que ça serait intéressant peut-être que vous expliquiez un petit peu que c'est par rapport à cette intervention de Ramatou Keïta, la cinéaste qui avait dit que avec beaucoup de taquinerie sur le coup parce que ça a fait rire tout le monde, mais il y avait quand même quelque chose de sérieux. Disait on parle beaucoup de diversité, mais le problématique, c'est que là, il s'est passé un truc qui fait qu'il n'y avait pas de diversité. Si je puis me permettre, il n'y a pas un problème de langage de Ramatou Keïta, mais un problème de langage du cinéma et qui fait partie des chantiers, en fait, à mon avis, de ces états généraux, en tout cas, tels que j'ai envie de les rêver et tels qu'ils pourraient de toute façon être pensés quoi qu'il arrive. Et ça, j'ai envie de vraiment aussi la critique, tout le monde peut s'emparer de ça, c'est le mot diversité. C'est vraiment c'est une impasse linguistique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, pour des gens qui sont, on va dire, soucieux des problématiques d'inclusion, en fait, d'inclusivité, de représentativité, et aussi qui sont conscients d'une vérité, c'est qu'en effet, la France a énormément de mal à sortir d'une représentation du monde blanche, en fait, contrairement à plein d'autres pays. Enfin, c'est évident. Donc après, je pense que c'est même pas un débat. C'est-à-dire que ça se voit. Voilà. Après, on peut dire que tout homme est un homme blanc comme un autre, mais bon, il y a quand même des différences historiques, culturelles, etc., qu'on peut aussi aborder, ou si ce n'est pas des différences, tout simplement représenter la pluralité, en fait, du monde dans les films. C'est clairement un des enjeux du cinéma contemporain. Ça fait partie très clairement des sujets qu'il faudrait aborder sereinement à l'intérieur des États généraux, en fait, la question des représentations. On a beaucoup parlé ces dernières années, j'ai l'impression qu'on a réussi. Par exemple, on a beaucoup parlé du manque de femmes dans le cinéma. On peut dire un truc quand même, c'est que dans le cinéma français, en 4-5 ans, franchement, les femmes ont débarqué, en fait. Et franchement, aujourd'hui, si on commence à parler d'Alice Diop, d'Audrey Diwan, de Mathilde Diop, d'Alice Venocourt, de Rebecca Zlotowski, de Céline Sciamma, franchement, je peux faire une longue liste, mais en fait, aujourd'hui, le cinéma, on a réussi, en fait, à le féminiser. C'est pas fini, il y a déjà eu énormément de progrès, quoi. Donc, en fait, quand on ouvre des grands sujets, quand on travaille ces grands sujets-là, on avance, en fait. Donc, voilà, ça ne résout pas la question de l'antiracisme à l'intérieur de l'industrie culturelle, en fait. Mais pour revenir à cette journée-là, le malentendu, il est sur le mot diversité. En fait, encore une fois, des gens qui étaient là, qui sont dans les problématiques que je viens d'exposer et qui sont des problématiques que moi je trouve en effet fondamentales, parce que ça touche à la question de quel film faire et pourquoi, et qu'est-ce qu'on a besoin de montrer, en fait, tout simplement du monde, de notre histoire, d'aujourd'hui, de demain, les questions de créateurs de base. En fait, ils ont entendu toute la journée parler du mot diversité, mais le mot diversité dont ils entendaient parler toute la journée, en fait, c'est un mot polysémique. Et la diversité, en fait, c'est aussi un terme économique qui est utilisé en cinéma pour désigner les films, en gros, à moins de, on va dire, 4 millions d'euros. C'est d'ailleurs le terme qui est utilisé par les streamers et les plateformes pour parler des films à petit budget ou des films, entre guillemets, du cinéma d'auteur, parce que, comme vous le savez, les Américains ne reconnaissent pas tellement la notion de cinéma d'auteur, en fait. C'est un concept qui a été inventé par la critique française, notamment. Donc, en fait, les Américains parlent de diversité aussi, en tout cas, dans la traduction française, pour parler des films à moins de 4 millions. Donc, comme c'est l'endroit du cinéma qui est le plus fragilisé, les petits films indépendants, pour info, moi j'ai l'impression d'avoir quand même une activité dynamique en production. J'ai jamais encore produit un film à plus de 2 millions d'euros. On est en train là de peut-être passer la barre, mais c'est difficile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films qui sont, et de plus en plus, et c'est un problème qui revient d'ailleurs à une question qu'on n'a pas forcément développée, que vous souleviez tout à l'heure, qui était qu'est-ce qui se passe en fait pour les techniciens s'agissant du cinéma d'auteur quand ils ont en fait le choix entre faire une série qui leur assure 6 mois de travail mais qui les intéresse moyen. Et une série, il y a des séries super, mais il y en a qui sont moins bien. En fait, c'est surtout qu'en tout cas, il y a un monopole hallucinant de la production, notamment étrangère, américaine,
sur les équipes de techniciens. C'est en ce moment hyper dur de recruter des équipes, en fait, notamment pour le cinéma, parce que en fait, les salaires sont plus bas. Enfin, c'est compliqué. Il faudrait revenir là-dessus. Il y a encore une fois beaucoup de choses à dire. Ils sont plus bas aussi parce que les Américains n'ont pas de protection sociale. Donc, en fait, ils valorisent, comme on le sait dans les salaires, tout ce qui est de l'ordre des contrats privés, d'assurance et tout ça. Alors qu'en France, en fait, comme il y a des cotisations patronales, salariales, les salaires sont plus bas, mais il y a des droits avec. Et donc, en fait, les barèmes, les grilles de salaire ne sont pas les mêmes quand on travaille pour des Américains ou quand on travaille pour des Français. C'est pas que les Français payent moins bien, c'est juste que c'est pas le même système de référence, en fait. Donc, tout ce monde-là se mélange et ça crée des grosses dissonances sur le plan de l'intérêt de chacun, en fait. Autre sujet, pardon, je reviens sur le mot diversité. Oui, on a parlé beaucoup du mot diversité, mais le mot diversité, encore une fois, tel qu'il était utilisé dans la journée du 6, c'était d'abord pour parler d'une certaine réalité économique de films qui sont menacés. Et c'est vrai que comme ce mot en fait a été utilisé, c'est un mot problématique. Quand le mot diversité est utilisé pour des problématiques d'inclusion, on ne devrait pas parler de mot diversité. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme si c'était quoi? C'est-à-dire que le blanc est le centre et la diversité c'est le reste. Hein. Je ne sais pas de quoi on parle. C'est-à-dire que c'est vraiment une vision c'est diversité par rapport à quel centre en fait. Mais ça, il s'agit d'une question sémantique fondamentale qui touche aux problématiques de représentation, à des problématiques de démocratie, des problèmes d'égalité, en fait, mais qui n'était pas le sujet exactement de la journée quand on parlait du mot diversité. Je comprends que Ramatoulaye Keïta était choquée parce qu'elle dit attendez, vous parlez toute la journée de diversité. Et je dis pas qu'elle a pas, que c'était pas. En fait, c'est pas un problème de compréhension. En fait, c'est un problème grave. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans notre entretien. En fait, le mot diversité, c'est aussi un de ces mots valises où on ne sait pas de quoi on parle en fait, parce que en fait aujourd'hui dans le cinéma, c'est un des grands enjeux en fait, la question de la justice des représentations, en fait. C'est un problème très important qu'il faudrait vraiment aborder dans les âges généraux parce qu'il s'agit du cinéma de demain, en fait, et notamment de l'inclusion de plein de gens à ce cinéma-là. C'est des questions hyper importantes. Mais ce n'est pas la même chose que les questions économiques qui sont aussi hyper importantes parce qu'en fait, pour que des cinémas existent, il faut qu'il y ait des cinémas de différents budgets qui existent. Et différents budgets, ça ne veut pas dire d'un côté des hyper pauvres et de l'autre des hyper riches. En fait, ça veut dire toute une gamme de films qui sont, entre guillemets, aujourd'hui appelés films de la diversité, pour en tout cas les films considérés comme films pauvres. Mais dedans, il n'y a pas que des films pauvres. Un film à 3 millions d'euros, c'est pas un film pauvre. C'est un film plus pauvre qu'un film pâté. Enfin, c'est quand même un film d'auteur qui commence à se respecter, quoi. Et un film à 5 millions, c'est aussi un film assez solide. Il y en a de moins en moins. C'est les fameux films qu'on appelait... Avant, on les appelait films du milieu. Mais en fait, il y en a de moins en moins. Maintenant, il y a la diversité et les films de studio, quoi. Et en fait, la diversité, elle s'appauvrit. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on rénove notre langage. Mais tant mieux, en fait, il faut qu'on s'adapte à l'époque. C'est-à-dire que les enjeux de représentation et d'égalité, de justice et d'histoire, on ne les abordait pas de cette manière-là il y a encore 10 ans en France, en fait. Ils se sont modernisés, les sciences sociales, elles ont évolué, la philosophie, elle a étudié, l'approche critique de l'image, elle s'est vachement perfectionnée. En fait, il y a eu plein de choses qui se sont passées sur le plan des narrations, des récits, des enjeux de lutte, etc. Mais c'est hyper passionnant. Et ça, c'est un pan dans lequel le cinéma doit encore se détendre, en fait, se calmer et entrer, contrairement à cette affiche, enfin, cette couverture horrible du film français là, de reconquête complètement délirante. Enfin, bref, c'est évidemment un enjeu, il faut qu'on en parle, il ne faut pas avoir peur d'en parler. En fait, ce n'est pas forcément un sujet de guerre, c'est un sujet juste normal. En fait, qu'on puisse débattre, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins informés sur le sujet, qui ont plus ou moins de choses à dire sur le sujet. Il faut que les gens qui ne s'y intéressent pas soient capables d'entendre et d'écouter, parce qu'en fait, c'est la réalité sociale du pays, et c'est la réalité intellectuelle du pays, la réalité culturelle. C'est qu'en fait, on a besoin de plein de réflexions et de sources d'intelligence différentes, en fait. Et de l'autre, il y a des enjeux économiques qui sont hyper importants aussi, c'est-à-dire que c'est pas « ah, on s'en fout des enjeux de diversité », non. Parce que pour que, par exemple, des cinéastes puissent faire leur premier film, leur deuxième film, leur troisième film, ils se trouvent dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui les films de la diversité, en général. C'est des films à moins de 4 millions d'euros. Non, mais en tout cas, je rappelle que cette demi-journée, vous la trouvez dans une vidéo qui est publiée chez Regard, chez YouTube Regard. Donc on va en sortir d'autres, il va y avoir des formats plus ou moins... Vous allez faire un montage en prenant, vous allez faire par segment, vous allez segmenter. Il faut juste qu'on le partage. Enfin, en fait, voilà, c'est tout ce travail. On a vraiment d'ailleurs besoin de force fraîche. Parce que, en tout cas, il y a des monteurs qui ont travaillé, tout ça. Ouais. En tout cas, je pense qu'il était. Enfin, je suis très content vraiment que vous ayez accepté de venir. Je pense qu'il était important, voilà, de faire un peu le point, d'expliquer, de revenir aussi sur certaines définitions, voilà, d'expliquer un peu le contexte. Et en tout cas, enfin, j'ai envie de dire maintenant là, il y a 3 points de suspension et il faut attendre. On va voir ce qu'il en est. En tout cas, merci beaucoup, Judith Loulévy.
On va lancer le générique final et puis à très vite. Bah, la prochaine, et franchement, la prochaine fois, on parle de cinéma, vraiment de films, quoi. On parle que des films. Bah, Comme ouais, disait on Godard, essaie, restez sur les films. Ouais, ça serait cool. Hein. Avec plaisir, avec plaisir. Je lance le générique. Ouais, Merci salut. beaucoup. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.